tous, bon retour sur ma chaîne. Donc, comme promis, aujourd'hui, je vais aborder l'analyse des pratiques professionnelles. Le programme de formation en soins infirmiers de 2009 est axé sur le développement des compétences. Et former à la compétence, c'est permettre à l'étudiant d'acquérir de nouveaux modes de raisonnement et de le préparer à faire face aux différentes situations de patients qu'il va rencontrer. L'analyse des pratiques professionnelles représente une innovation, représentait une innovation en 2009, et elle a pour but de développer la compétence professionnelle par le biais d'une posture réflexive. Et cette approche dite réflexive dans le domaine de l'apprentissage était déjà présente dans l'Antiquité, chez Platon, mais également ensuite avec Kant, mais aussi Piaget. Et cette approche permet de développer la capacité à écouter l'autre et à se confronter à des points de vue différents, permet d'entraîner à la rigueur de penser dans un laps de temps déterminé. Il permet de développer la capacité à prendre du recul par rapport à des situations vécues, parfois chargées émotionnellement. Elle permet également de s'inscrire dans une démarche de compréhension multifactorielle pour rendre le vécu plus intelligible. Et elle permet d'appréhender des situations analogues en mobilisant dans des situations similaires les principes qui sont transposables. L'idée essentielle est d'avoir une prise sur la manière dont on procède. Chaque étudiant construit des savoirs qui lui sont propres et il doit apprendre à se mettre à distance dans l'action, car cette prise de recul est nécessaire. Il doit également conceptualiser dans et sur l'action pour devenir un soignant autonome, capable de faire face dans des situations identiques aux situations d'apprentissage. Dans le cadre de la formation, il est donc important d'aider l'étudiant à penser, avec un E, sa pensée, de l'amener à faire et à se regarder faire, comme s'il se filmait, qu'il se voyait avec une caméra. C'est-à-dire se mettre à distance pour ne pas être envahi par ses affects. Et pour ce faire, les formateurs peuvent recourir à différentes méthodes d'analyse des pratiques professionnelles, comme par exemple l'autoconfrontation, l'entretien d'explicitation, la méthode du sosie, les groupes d'analyse de pratique, les groupes BALINT. Alors, l'analyse des pratiques professionnelles est une activité pédagogique qui privilégie l'attitude réflexive pour développer les compétences. Alors, le temps consacré aux APP dans la formation représente environ 2,5% du temps total de cette formation. Mais la réflexivité ne peut être réduite à des moments précis. Elle est à envisager comme une posture permanente, indissociable d'une formation de nature réflexive, durant laquelle l'étudiant problématise, c'est-à-dire qu'il se questionne sur les situations, les analyse, les explicite, et ce grâce à la mise à distance, à la conceptualisation et l'argumentation. Dans la pratique réflexive, tout n'est pas tracé d'avance. Il peut y avoir de l'inattendu, et c'est même souhaitable. Et il peut y avoir des situations où l'étudiant a pu se trouver en échec, mais il faut utiliser cet échec ou ces échecs dans une vision positive afin de mettre l'étudiant en confiance pour prendre de la distance avec la situation vécue et parler de ses problèmes, des problèmes qu'il a rencontrés. Alors, l'écriture, dans cet exercice d'analyse de la pensée, permet de mettre en lien les choses qu'il n'avait pas repérées avant, qu'il n'avait pas pensées avant. Et certains étudiants ne sont pas à l'aise avec l'écriture et ont donc besoin d'aide. Alors de plus, dans le cadre des APP en pédagogie, pour qui écrit-on? Pour soi, pour les autres? Et pourquoi écrire? Pour témoigner? Pour évaluer? Autant de questions qu'on peut se poser. Alors, nous avons vu que produire des écrits, comme par exemple l'analyse de situation du portfolio, produire des écrits favorise la prise de recul en formalisant la pensée. Mais lors d'une APP, le récit d'une situation professionnelle vécue peut être écrite, bien sûr, mais peut être aussi simplement orale.
Toutefois, l'analyse de pratique professionnelle requiert des conditions à respecter en ce qui concerne les acteurs et l'organisation. Tout d'abord, le formateur, il doit savoir écouter, éviter de donner des conseils ou des réponses, de juger. Il doit faire le deuil de sa toute-puissance et accepter un récit sous forme d'expression libre laissée à l'initiative de l'étudiant et chercher, avec cet étudiant, ce qui est de l'ordre du modifiable. L'étudiant, lui, doit accepter d'être responsable de ses actes sans pour autant se sentir coupable et accepter d'être confronté à lui-même, à l'autre et aux autres. Il doit admettre l'incertitude. Et croyez-moi, c'est souvent difficile pour eux. Il doit émettre des hypothèses de compréhension de ce qui a pu se passer. Et en ce qui concerne l'organisation, le déroulement, eh bien, la méthodologie doit être transmise aux étudiants. L'animation est prédéfinie avec le partage des rôles, la durée de la séance, est-ce que c'est 1h30, 2h30 sans interruption, etc. Et l'objet de l'analyse est toujours une situation professionnelle. C'est la situation qui est analysée et non une personne. Et bien sûr, la confidentialité est respectée et la prise de parole est libre. Alors, qu'est-ce que l'analyse de pratique professionnelle? L'analyse de pratique professionnelle, c'est une démarche, un processus consistant non seulement à décrire et à mettre en commun, mais à analyser un vécu professionnel au sens premier de décortiquer, pour tenter de comprendre ce qui a été fait, ce qui s'est passé, ce qui a été produit. Et ce, avec l'objectif que l'on pourrait schématiser de la manière suivante: analyser pour comprendre, pour discerner, pour décider et pour agir. Alors, pour concevoir cette pratique réflexive, les formateurs s'appuient sur des champs théoriques de référence comme le constructivisme, selon lequel le sujet construit lui-même son savoir, ses schèmes, ses réalités, à partir d'un existant, c'est l'idée de Piaget. Ça peut être le socio-constructivisme, où le sujet se forme avec et ou contre les autres, ça c'est Witkowski. Ça peut être la multiréférentialité, selon laquelle tout acte pédagogique ou de formation est constitué d'objets théoriques et de pratiques qui sont hétérogènes. Ça, c'est l'idée d'Arduino. L'interactionnisme, dans lequel les personnes, les choses, les phénomènes, les groupes interagissent. C'est l'idée de Ronet. Et l'approche compréhensive, qui consiste en la recherche de sens et en la prise en considération des intentions, des motivations, des attentes, des raisonnements. Et ça, c'est Morin. Et bien souvent, on utilise un petit peu toutes ces références. L'APP consiste avant tout en un travail personnel. C'est un travail sur soi, un travail d'implication en vue d'expliciter et de comprendre et qui peut se mener avec d'autres pour bénéficier de regards croisés ainsi que de la richesse des interactions et de points de vue hétérogènes en fait. Cela permet à l'étudiant de passer d'une position d'acteur à une position d'auteur de ses pratiques et ainsi se poser des questions selon une approche multiréférentielle avec donc des références très variées pour chercher à comprendre ce qu'il fait pour se professionnaliser. Et professionnaliser le parcours de l'étudiant, c'est l'objet du référentiel de formation. Puisque l'étudiant construit progressivement les éléments de sa compétence à travers l'acquisition de savoir, de savoir-faire, d'attitude et de comportement. Et bien sûr, la finalité de la formation est l'acquisition des 10 compétences professionnelles, à savoir, compétence 1, évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. Compétence 2, concevoir et conduire un projet de soins infirmiers. Compétence 3, accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens. Compétence 4, mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique. Compétence 5, initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs.
Compétence 6, communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. Compétence 7, analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle. Compétence 8, rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. Compétence 9, organiser et coordonner des interventions soignantes. Et enfin, compétence 10, informer et former des professionnels et des personnes en formation. Alors, en pratique, comment peut-on procéder? Quels peuvent être les choix des formateurs? Alors, je vais prendre 2 exemples. Le premier au semestre 1, et je me sers de mon expérience dans l'IFSI où j'exerçais, et un autre du semestre 2. Commençons par le semestre 1. Les étudiants reçoivent lors de ce semestre 1 différents enseignements, notamment sur le raisonnement clinique. Et lors des séances relatives au raisonnement clinique, les étudiants ont identifié la nécessité de recueillir des données en s'appuyant sur le principe de transversalité, en vue de les analyser pour adapter les soins à la personne prise en charge. En fait, ils ont identifié de façon informelle la démarche clinique, qui est un processus qui s'appuie sur une conception humaniste des soins, qui prend en considération l'expression personnalisée des maladies et les réactions comportementales de la personne à sa maladie, à son placement ou à son hospitalisation. Aussi, ils ont identifié le raisonnement clinique, qui est un processus intellectuel organisé de la pensée, comme élément incontournable de cette démarche, contribuant à la construction du processus de soins et qui sous-tend les actions infirmières. Il est donc important que les étudiants intègrent et s'approprient le recueil de données avant d'aborder, au retour du stage, l'analyse proprement dite. En effet, l'analyse nécessite la mobilisation d'opérations mentales complexes, dont la réussite dépend de la qualité du recueil de données. C'est pourquoi l'équipe pédagogique peut choisir de centrer la première APP sur une connaissance procédurale, recueillir les données. Et pour lui donner du sens, il importe d'associer cette connaissance à des situations. Donc, lors de cette première séance d'APP du semestre 1, les étudiants n'ont rien à préparer. Les finalités, c'est promouvoir la réflexion personnelle et collective, permettre l'évolution des représentations relatives au stage, contribuer à la mise en lien des 2 lieux d'apprentissage, ici stage, favoriser l'intégration des étudiants en stage, développer leur implication dans leur processus d'apprentissage, favoriser bien sûr l'apprentissage du raisonnement clinique par une approche concrète du soin, vécu au décours du premier stage, et inciter les étudiants à investiguer leurs pratiques pour prendre conscience de leur fonctionnement, de leurs ressources et de leurs limites. Donc les objectifs plutôt de la séance d'APP sont d'inciter les étudiants à verbaliser les questions et les émotions déclenchées notamment lors de la première semaine de stage, puisque l'APP a souvent lieu à peu près vers le milieu du stage. Les inciter à prendre la parole et à argumenter leur idée devant leurs pairs, devant les formateurs, pour s'habituer à gérer leur stress et développer progressivement une prise d'assurance. S'entraîner à l'analyse de pratiques professionnelles pour se préparer à l'analyse de portfolio et verbaliser la méthode de pensée appliquée pour dispenser un soin, pour prendre conscience de la manière de raisonner et s'initier progressivement au raisonnement clinique. Alors, comment est organisée l'APP sur une journée avec un groupe d'étudiants? Tout d'abord, une grande partie de la matinée est consacrée au débriefing de stage. Dans un premier temps, en environ un quart d'heure, les étudiants répondent aux questions qui figurent sur une fiche guide qui leur est remise, du genre que pensez-vous de votre intégration dans le stage? Selon vous, quels sont les éléments facilitateurs et quels sont les éléments qui rendent votre intégration difficile? Est-ce que le stage correspond à votre représentation initiale du stage, de la profession, de la prise en charge, en argumentant la réponse? Et quel lien avec les savoirs théoriques abordés à l'IFSI ont-ils identifié, en illustrant bien sûr les réponses. Dans un deuxième temps, chaque étudiant expose sa réflexion ainsi que les événements vécus en lien avec l'encadrement ou les soins réalisés. Et les formateurs aident l'étudiant à ne pas être dans le jugement, mais dans le questionnement et favorisent la prise de recul. Alors, la dernière heure de la matinée sert à la préparation de la séance de l'après-midi, qui est centrée sur l'analyse de portfolio, qui rejoint, on est toujours dans de l'analyse de situation.
Donc pendant une demi-heure, les étudiants sont divisés en sous-groupes de 5 étudiants maximum et se remémorent individuellement une situation dans laquelle ils ont pris en soin une personne dans le cadre de soins de confort et de bien-être, et chacun note selon une fiche guide qui leur est remise ce qui a motivé son choix, le contexte général de la situation, le contexte spécifique et les éléments clés à intégrer dans le récit. Ensuite, pendant 3/4 d'heure, les étudiants, après avoir exposé leurs notes les uns après les autres et après une négociation, retiennent une situation qui a été vécue par l'un d'eux en tant qu'acteur de soins et dont l'intérêt pédagogique est argumenté par les membres du groupe et qui sera exploité l'après-midi, à condition bien entendu que l'étudiant soit volontaire, puisque le débat c'est quand même le volontariat. Et l'après-midi, pendant 1 heure, le rapporteur, qui était acteur de la prise en soin, le rapporteur donc de chacun des sous-groupes, expose synthétiquement la situation que le sous-groupe a retenue lors de la séance du matin et précise ce qui a motivé le choix de cette situation. Et généralement, dans le temps imparti, il y a environ 4 ou 5 exposés, donc 4 ou 5 sous-groupes qui vont exposer leur situation synthétiquement. Puis les formateurs, compte tenu des arguments de chaque sous-groupe, du groupe et de l'intérêt pédagogique, retiennent la situation qui sera présentée et exploitée le reste de l'après-midi par l'ensemble. Donc la situation retenue est présentée et exploitée, et durant la présentation de cette situation, là où les formateurs prennent des notes. Et après l'exposé de la situation, le groupe pose des questions à l'étudiant qui vient de l'exposer afin qu'il clarifie certains points, qu'il apporte des précisions, avec l'aide bien entendu de son sous-groupe. Et lorsque la situation est clarifiée, les formateurs posent des questions à l'étudiant qui a exposé pour centrer l'analyse des pratiques sur les savoirs procéduraux, à savoir, ici, l'étape 1 du raisonnement clinique, le recueil de données. Alors, ça va être par exemple, qu'est-ce que vous avez fait avant d'entrer dans la chambre ou la salle de soins et effectuer le soin? Alors, l'étudiant va répondre, j'ai pris connaissance du dossier, j'ai lu les transmissions, etc. Quelle était votre intention en allant effectuer le soin? Quel soin? Dans quel but? Et là, l'étudiant va évoquer donc ses objectifs, argumenter le soin. Autre question, comment vous y êtes-vous pris pour effectuer le soin? Et là, l'étudiant va expliquer le déroulement du soin, l'enchaînement des actions et argumenter. Et autre question, qu'avez-vous observé lors du soin? Pour clore la séance, les formateurs invitent les étudiants à dégager les points clés abordés pendant la séance et répondre à leurs questions. Alors, voici quelques exemples de ce qui peut être décliné à ce que je fais avant d'aller faire le soin. Donc, c'est-à-dire l'identification des données, les objectifs, l'anticipation, l'organisation, la projection sur le déroulement du soin. Ensuite, ce que je fais est identifié au début, au cours et à la fin du soin, c'est-à-dire l'identification des grandes étapes du déroulement de l'acte de soin auprès du patient, l'observation du patient dans les dimensions bio, psycho, sociales, les interactions soignant-soigné, l'observation de l'environnement par la mobilisation des sens, c'est-à-dire l'état des lieux par rapport aux objets personnels, l'installation du patient, la présence d'un autre patient, la présence des proches, les perceptions aussi, quant aux observations faites, perception d'un inconfort, de souffrance, d'une détresse, d'une tristesse, du bien-être ou de la joie au contraire, et également la gestion des éléments observés compte tenu des perceptions. Autre exemple, c'est ce que je fais et ce que j'identifie après le soin, c'est-à-dire en dehors de la chambre du patient. Par exemple, les transmissions, la réactualisation et l'enrichissement du recueil de données. Tout ceci afin que les étudiants prennent conscience que le soin n'est pas un acte en lui-même, mais le résultat d'un processus d'interrelation entre le patient et ses préoccupations, le soignant et l'environnement. Et pour ce faire, le soignant envisage la personne dans sa globalité, en s'appuyant sur un raisonnement clinique. Et le raisonnement clinique, il est permanent. C'était avant, au cours, après le soin. Ce n'est pas un exercice d'école. Il ne se limite pas à un travail intellectuel avant le soin. Autre exemple pour le semestre 2. Alors, l'option pour le semestre 2, c'est d'inscrire la séance d'APP numéro 2 dans la continuité de l'APP numéro 1, qui était donc centrée sur les raisonnements cliniques et tout particulièrement
sur le recueil de données, axe central de cet apprentissage au semestre 1. De ce fait, l'APP numéro 2 porte sur la démarche de problématisation à partir de la problématique rédigée de la personne prise en soin. Et cette problématique, c'est l'axe central de l'apprentissage du raisonnement clinique au semestre 2. Donc pour cette journée, chaque étudiant là doit ramener le recueil de données et la problématique qu'il a rédigée pour un patient pris en soin. Donc les soins relatifs à la compétence 3 puisqu'ils sont en début de formation. Et la finalité de cette séance, c'est de promouvoir la réflexion personnelle et collective et de développer l'implication de l'étudiant dans son processus d'apprentissage, toujours, en rendant intelligibles les situations réelles vécues en stage pour favoriser l'apprentissage du raisonnement clinique et en investiguant sa pratique pour prendre conscience de son fonctionnement, de ses ressources et de ses limites, comme pour l'APP numéro 1. Donc, les objectifs de la séance sont que les étudiants prennent la parole et argumentent son idée devant ses pairs et les formateurs pour développer ses capacités à analyser sa pratique et se positionner, qu'il explicite son processus de pensée mis en œuvre pour dispenser un soin, pour prendre conscience de sa manière de raisonner et parfaire progressivement son raisonnement clinique, qu'il s'entraîne à l'analyse de pratiques professionnelles pour prendre conscience du lien entre le savoir et l'action et du sens que le savoir donne à l'action, et qu'il verbalise les questions et les émotions déclenchées lors du stage. Donc, comme pour l'APP numéro 1, les étudiants sont répartis en groupes de suivi pédagogique avec leur formateur référent, et la plus grande partie de la matinée est consacrée au débriefing, centré sur la verbalisation des questions et des émotions déclenchées en début de stage, sans émettre de jugement de valeur, en suivant des questions de la fiche guide qu'il aurait remise, avec des questions du genre que pensez-vous de votre intégration dans le stage? Selon vous, quels sont les éléments facilitateurs et quels sont les éléments qui rendent votre intégration difficile? Est-ce que le stage correspond à vos attentes compte tenu de vos objectifs personnels, en argumentant bien entendu la réponse? Quel savoir théorique pensez-vous pouvoir réinvestir et ou anticiper en illustrant la réponse? Et quels événements émotionnels en lien avec le patient, la famille, la prise en soin ou l'organisation avez-vous vécu? Dans un second temps, les étudiants exposent leur réflexion en s'appuyant sur leurs réponses à ce questionnaire. Et les formateurs, en se centrant sur le ressenti des étudiants, les amènent à prendre conscience qu'ils se situent dans un registre émotionnel qui peut traduire une insatisfaction ou une préoccupation relative à une prise en soin, que leur préoccupation relative à la prise en soin peut déboucher sur une réflexion professionnelle dans une perspective d'amélioration de la qualité. Et ça, c'est un petit peu un travail en amont du TFE. On les prépare aussi à travers tout ça. Donc, comme pour l'APP numéro 1, la fin de la matinée sert à préparer la séance de l'après-midi et les étudiants en sous-groupe de 4-5 se remémorent une situation de prise en soin concernant le patient identifié dans le recueil de données et la problématique. Et ils répondent aux consignes d'une fiche guide numéro 2, qui porte sur les éléments suivants: ce qui a motivé le choix de la motivation, le contexte général de la situation, le contexte spécifique de cette situation et les éléments clés à intégrer dans le récit. Donc les étudiants, après avoir exposé leurs notes les uns après les autres, et après négociation, retiennent une fois encore là une situation qui a été vécue en tant qu'acteur de soins par l'un des membres du groupe, dont l'intérêt pédagogique est argumenté par les membres du groupe et qui sera exploité l'après-midi sur la place du volontariat. Ça ne change pas de l'APP numéro 1, la démarche reste la même. C'est souvent la thématique qui change. Et l'après-midi, le rapporteur, acteur de la prise en soin de chacun des sous-groupes, expose synthétiquement la situation retenue lors de la séance du matin et précise ce qui a motivé le choix du sous-groupe. Puis, les formateurs, compte tenu des arguments des sous-groupes, du groupe et de l'intérêt pédagogique, comme pour l'APP numéro 1, retiennent la situation qui va être présentée et exploitée. Comme la première fois, durant la présentation, les formateurs prennent des notes et après cette présentation, le groupe pose des questions à l'étudiant qui vient d'exposer afin qu'il clarifie, apporte des précisions, etc. Et lorsque la situation est clarifiée, les formateurs posent des questions à l'étudiant qui a exposé pour centrer, une fois encore,
l'analyse de pratique sur les savoirs procéduraux ici, hein, puisque c'est le choix de thématique qui a été fait. L'étape numéro 2 du raisonnement clinique, qui est la démarche de problématisation et la problématique. Les 3 premières questions sont les mêmes que pour l'APP numéro 1. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'entrer dans la chambre, etc. Quelle était votre intention? Comment vous y êtes-vous pris pour effectuer le soin? Et on s'étend un petit peu plus sur qu'avez-vous observé lors du soin, hein, chez la personne prise en soin sur un plan biopsychosocial, avec des observations spécifiques aux soins ou non, l'observation cutanée par exemple, les plaintes relatives à la douleur, le comportement, ça peut être de l'agitation, de la tristesse, des pleurs, etc. Qu'avez-vous observé dans l'environnement de la personne, hein, les objets personnels, avec le lien avec les besoins, l'installation, l'observation par rapport à un autre patient, etc. Et comment avez-vous réagi aux éléments observés chez la personne et dans son environnement durant le soin et après le soin? L'objectif, c'est de mettre en lien les observations avec les informations connues et la recherche de données complémentaires. Pour clore la séance, comme la première fois, les formateurs invitent les étudiants à dégager les points clés abordés pendant la séance et répondre à leurs questions, comme lors de l'APP numéro 1, ce que je fais avant d'aller faire le soin, ce que je fais identifier au début, au cours, à la fin du soin, et ce que je fais identifier après le soin, en dehors de la chambre du patient, avec les transmissions, la réactualisation et l'enrichissement du recueil de données et de la problématique. Que le soignant envisage la prise en soin de la personne en donnant un sens aux éléments recueillis, aux éléments significatifs et exhaustifs réactualisés. Et ce sens donné au recueil d'informations se concrétise par la formulation d'une problématique. Et cette problématique donne une vision globale, synthétique, systémique de la situation du patient qui laisse entrevoir les buts à atteindre et les contraintes à prendre en compte pour le plan d'action qui viendra plus tard. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir un petit peu éclairé sur l'analyse de pratique professionnelle, tout du moins telle qu'elle a été pratiquée dans mon IFSI. À bientôt!